Dans les archives du palais de justice de Paris, il existe un dossier marqué « Confidentiel, affaire Le Pen, 1987 ». 3 pages de ce dossier ont disparu le jour même où le jugement de divorce a été prononcé. Ces pages contenaient des témoignages sous serment sur les véritables raisons de la séparation, des déclarations si explosives que même les avocats de la défense ont demandé leur destruction immédiate. Qui a fait disparaître ces documents? Que révélait-il exactement sur les derniers mois du mariage le plus scandaleux de la Ve République? Et surtout, pourquoi Pierrette Le Pen elle-même a-t-elle refusé de les utiliser contre son mari lors du procès, alors qu'ils auraient pu détruire sa carrière politique en une seule audience? Ce soir, nous allons reconstituer l'histoire cachée derrière ces pages perdues, l'histoire d'une femme qui a choisi une vengeance bien plus spectaculaire qu'un simple divorce. Pierrette Lalanne rencontre Jean-Marie Le Pen en 1960. Elle a 22 ans, lui 32. C'est une jeune femme issue de la bourgeoisie bordelaise, éduquée dans les meilleures institutions catholiques, parlant 3 langues couramment. Lui, c'est déjà un député controversé, ancien parachutiste en Algérie, connu pour ses discours enflammés et ses poings qui parlent aussi fort que sa voix. Leur mariage, célébré en grande pompe à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, fait la une des journaux régionaux. Sur les photos de l'époque, Pierrette porte une robe de dentelle qui a coûté l'équivalent de 6 mois de salaire d'un ouvrier français moyen. Jean-Marie, en costume 3 pièces sur mesure, sourit avec cette assurance des hommes qui croient avoir tout conquis. Mais ce que personne ne voit sur ces clichés jaunis, c'est le premier signe de ce qui va devenir leur dynamique toxique pendant 27 ans. Dans les témoignages recueillis auprès des invités du mariage, une phrase revient sans cesse. Jean-Marie aurait dit à son témoin, juste avant d'entrer dans l'église. Quote. Pierrette, de son côté, confiait à sa sœur. Quote. 2 chi, 2 visions du mariage, 2 illusions qui vont s'effondrer dans le fracas le plus public de l'histoire politique française. Les premières années semblent confirmer le conte de fées. Pierrette donne naissance à 3 filles. Marie-Caroline en 1968, Yann en 1970, Marine en 1968. Elle transforme leur appartement parisien du 16e arrondissement en un salon politique où se croisent les figures montantes de l'extrême droite française. Elle organise des dîners où chaque détail est pensé, de la disposition des couverts en argent massif aux conversations soigneusement orchestrées. Les invités se souviennent d'une hôtesse parfaite, toujours élégante, toujours souriante, toujours silencieuse quand les hommes parlaient politique. Mais derrière cette façade impeccable, quelque chose se fissure lentement. Jean-Marie rentre de plus en plus tard, sent de plus en plus souvent le parfum qui n'est pas celui de sa femme, dépense des sommes astronomiques dans des restaurants où Pierrette n'est jamais invitée. Un ancien collaborateur du Front National raconte qu'en 1975, lors d'un meeting à Lyon, Jean-Marie a ouvertement flirté avec une militante devant toute l'équipe de campagne. Quand quelqu'un lui a fait remarquer que sa femme pourrait l'apprendre, il a répondu « Ma femme, elle est là pour élever mes filles et tenir ma maison. Le reste ne la regarde pas. » Cette phrase, rapportée à Pierrette par une amie bien intentionnée, marque le début de sa transformation. Elle qui avait tout sacrifié pour être l'épouse parfaite, elle qui avait renoncé
à ses propres ambitions pour porter le nom Le Pen, elle commence à comprendre qu'aux yeux de son mari, elle n'est qu'un meuble de plus dans sa collection de symboles de réussite. Mais c'est en 1980 que tout bascule vraiment. Jean-Marie hérite de 14 millions de francs, une fortune colossale pour l'époque, équivalent à plusieurs millions d'euros actuels. Cet argent provient d'Hubert Lambert, un industriel proche de l'extrême droite, mort dans des circonstances mystérieuses dans un accident d'hélicoptère. Avec cet héritage, Jean-Marie achète le domaine de Montretout à Saint-Cloud, une propriété somptueuse dominant Paris, avec ses 8 chambres, son parc de 2 hectares, ses salons lambrissés et sa vue imprenable sur la tour Eiffel. Le prix d'achat représente l'équivalent de 350 années de salaire minimum français. Pierrette, qui a vécu dans la modestie relative pendant 20 ans, découvre soudain un monde de luxe ostentatoire. Mais elle découvre aussi autre chose. Jean-Marie commence à organiser des réceptions où elle n'est plus conviée, des soirées qui se terminent à l'aube avec des invités qu'elle ne connaît pas. Les domestiques, interrogés des années plus tard lors du divorce, témoigneront de scènes troublantes. Des femmes qui passent la nuit dans des chambres d'amis, des bouteilles de champagne à 1000 francs, pièces vidées par dizaines. Et Jean-Marie qui hurle sur Pierrette quand elle ose poser des questions, qui la traite de provinciale jalouse et de femme frustrée. Un soir de 1982, lors d'une dispute particulièrement violente, il lui lance cette phrase que Pierrette n'oubliera jamais. « Tu n'es rien sans mon nom. Tu n'as rien construit. Tu n'es qu'une ombre qui me suit. » Cette nuit-là, Pierrette prend une décision. Elle ne partira pas. Pas encore. Elle va d'abord documenter, observer, collecter chaque preuve de l'hypocrisie de cet homme qui prêche les valeurs familiales en public et les piétine en privé. Pendant 5 ans, Pierrette Le Pen mène une double vie. En public, elle reste l'épouse modèle, souriante aux côtés de son mari lors des meetings du Front National, applaudissant ses discours sur la défense de la famille traditionnelle française. En privé, elle tient un journal intime où elle note chaque humiliation, chaque infidélité, chaque dépense extravagante. Elle photographie des reçus de restaurants, conserve des lettres compromettantes, enregistre même certaines conversations. Un ancien garde du corps de Jean-Marie, qui a accepté de témoigner sous condition d'anonymat, révèle aujourd'hui des détails glaçants. Il raconte comment, en 1984, Jean-Marie a organisé une fête d'anniversaire pour ses 56 ans à Montretout. La facture totale s'élevait à 200 000 francs, soit l'équivalent de 10 années de salaire d'une infirmière française. Pendant que 300 invités buvaient du champagne cristal et mangeaient du caviar beluga, Pierrette restait dans sa chambre, officiellement souffrante. En réalité, elle observait depuis sa fenêtre, prenant des notes sur qui arrivait avec qui partait avec qui. Elle voyait son mari danser avec des femmes qui avaient l'âge de leur fille. Elle le voyait disparaître dans les jardins avec des invitées mystérieuses, et elle notait tout, méthodiquement, patiemment, car Pierrette avait compris quelque chose que Jean-Marie, dans son arrogance, n'avait pas anticipé. Dans une société qui commençait à changer, où les femmes réclamaient de plus en plus leurs droits, où le divorce n'était plus un tabou, elle détenait une arme bien plus puissante que n'importe quel dossier judiciaire. Elle détenait la vérité, et elle savait exactement comment l'utiliser.
l'année 1986 marque le point de non-retour. Jean-Marie Le Pen est au sommet de sa gloire politique. Le Front national vient de réaliser une percée historique aux élections législatives, obtenant 35 sièges à l'Assemblée nationale. Les médias le courtisent, les plateaux télé se l'arrachent. Il devient l'homme politique le plus controversé, mais aussi le plus médiatisé de France. Et c'est précisément à ce moment, quand il se croit invincible, qu'il commet l'erreur fatale. Lors d'un dîner privé à Montretout, en présence de plusieurs cadres du parti, Pierrette ose contredire son mari sur un point de stratégie politique. La réaction de Jean-Marie est immédiate et brutale. Devant tous les invités pétrifiés, il se lève, pointe sa femme du doigt et déclare d'une voix glaciale « Quote 7 ». Le silence qui suit cette tirade est assourdissant. Les invités baissent les yeux, gênés. Pierrette, elle, reste immobile, le visage de marbre. Mais à l'intérieur, quelque chose vient de se briser définitivement. Ce soir-là, elle prend sa décision. Elle va demander le divorce, mais pas n'importe comment. Elle va transformer cette séparation en un spectacle public qui va humilier Jean-Marie Le Pen devant toute la France, devant tous ces hommes qui pensent que les femmes ne sont bonnes qu'à se taire et obéir. Le divorce est prononcé en 1987, après des mois de bataille juridique acharnée. Jean-Marie, fidèle à sa réputation, se montre d'une mesquinerie calculée. Il refuse de verser une pension alimentaire décente, arguant que Pierrette, quote 8 il lui laisse une somme dérisoire, à peine de quoi louer un petit appartement dans un quartier modeste de Paris. Lors de l'audience finale, il prononce cette phrase qui va sceller son destin. Si Madame Le Pen veut plus d'argent, qu'elle aille travailler. Je suggère qu'elle devienne femme de ménage. C'est à peu près tout ce qu'elle sait faire. Les avocats de Pierrette sont outrés. Le juge lui-même semble choqué. Mais Pierrette, elle, sourit. Un sourire énigmatique que personne ne comprend sur le moment, car elle vient d'avoir une idée si audacieuse, si scandaleuse, si parfaitement calibrée pour détruire l'image de respectabilité de son ex-mari qu'elle en tremble presque d'excitation. Si Jean-Marie veut qu'elle travaille, elle va travailler, mais pas comme il l'imagine. Elle va accepter une proposition qu'elle a reçue quelques semaines plus tôt et qu'elle avait d'abord rejetée. Une proposition qui vient de l'édition française de Playboy Magazine. Pour la première fois en 35 ans, l'homme qui était responsable de la communication personnelle de Jean-Marie Le Pen accepte de parler devant les caméras. Ce qu'il nous révèle sur les dernières semaines avant la publication des photos va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire. Des conversations privées entre Jean-Marie et ses conseillers, au plan désespéré pour empêcher la publication, jusqu'au moment où ils ont réalisé que tout était perdu. Un témoignage exclusif qui va vous tenir en haleine, car cet homme était présent dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, le jour où celui-ci a découvert que son ex-femme venait de signer un contrat avec Playboy. Il a vu la rage, la panique, et surtout, il a entendu les mots exacts que le leader du Front national a prononcés, quand il a compris que sa carrière politique venait de basculer dans un cauchemar dont il ne se réveillerait jamais complètement. Ce témoin détient des enregistrements audio de ces moments de crise, des documents internes du parti montrant les stratégies envisagées pour limiter les dégâts et des lettres personnelles que Jean-Marie a écrites à Pierrette, la suppliant de renoncer. Des lettres
où l'homme qui se présentait comme un titan inébranlable révèle sa véritable nature, celle d'un tyran domestique terrifié à l'idée que sa victime prenne enfin sa revanche. Mais qui était vraiment Pierrette Lalande avant de devenir Madame Le Pen? Pour comprendre la force de sa vengeance, il faut remonter à ses origines, à cette jeune fille brillante de Bordeaux qui rêvait d'une toute autre vie. Née en 1938 dans une famille de la bourgeoisie commerçante, Pierrette grandit dans un environnement strict mais cultivé. Son père possède une chaîne de magasins de tissus prospères. Sa mère est une ancienne institutrice qui insiste pour que ses 3 filles reçoivent la meilleure éducation possible. Pierrette excelle à l'école, particulièrement en langue et en littérature. À 18 ans, elle parle couramment français, anglais et espagnol. Elle rêve de devenir interprète aux Nations Unies, de voyager, de vivre une vie indépendante et cosmopolite. Mais nous sommes dans les années 50, et pour une jeune fille de bonne famille, le destin est déjà tracé. Un bon mariage, des enfants, une vie respectable. Quand elle rencontre Jean-Marie Le Pen en 1960 lors d'un dîner politique organisé par son père, elle est immédiatement fascinée par cet homme charismatique, ce député qui parle avec passion et conviction. Il représente tout ce que sa vie bourgeoise n'est pas: l'aventure, le danger, l'engagement politique. Elle a 22 ans, lui 32. Il est déjà divorcé, déjà controversé, déjà marqué par ses années en Algérie. Ses parents la mettent en garde. « Cet homme est dangereux », lui dit sa mère. « Il va te briser », prédit son père. Mais Pierrette, dans sa jeunesse et son idéalisme, croit pouvoir le changer, croit que son amour suffira à adoucir ses angles durs. Elle se trompe, terriblement. Les premières années de mariage sont une lente descente dans la désillusion. Jean-Marie est rarement à la maison, toujours en campagne, toujours en meeting, toujours entouré de ses camarades politiques. Quand il rentre, il est soit épuisé et silencieux, soit énervé et violent verbalement. Pierrette, qui avait imaginé des soirées intellectuelles, des discussions passionnées sur la politique et la philosophie, se retrouve cantonnée au rôle de femme au foyer. Elle qui parlait 3 langues n'a plus personne avec qui converser. Elle qui rêvait de carrière internationale passe ses journées à changer des couches et à préparer des repas que son mari mange à peine, pressé de repartir. Les témoignages de ses amis de l'époque sont unanimes. Pierrette change. La jeune femme pétillante et ambitieuse devient progressivement une ombre silencieuse. Elle maigrit, elle sourit moins, elle s'habille de façon de plus en plus terne. Lors d'un déjeuner en 1973, une amie d'enfance lui demande si elle est heureuse. Pierrette reste silencieuse pendant de longues secondes, puis répond simplement « Côte 12 ». Cette phrase, rapportée dans le journal intime de l'ami en question, résume 15 ans de mariage. 15 ans où Pierrette a tout donné, tout sacrifié, pour un homme qui ne la voyait même pas. Mais cette période de soumission forge aussi quelque chose en elle, une rage froide, une détermination d'acier. Elle observe, elle apprend, elle attend son heure. Car Pierrette Lalande n'a jamais été une femme faible. Elle a juste été une femme qui croyait en l'amour. Et quand cette illusion s'effondre, ce qui reste est bien plus dangereux qu'une simple épouse blessée. Ce qui reste est une femme qui n'a plus rien à perdre. L'héritage de 1980 change tout, mais pas comme Jean-Marie l'imagine. Avec ses 14 millions de francs,
Il achète Montre-tout, ce palais qui devient le symbole de sa réussite. Mais pour Pierrette, Montre-tout devient une prison dorée. Les pièces sont immenses, froides, impersonnelles. Jean-Marie engage des décorateurs qui transforment la demeure en un musée de mauvais goût, avec des meubles Louis XV authentiques côtoyant des statues néoclassiques kitsch. Chaque pièce crie « Regardez comme je suis riche, comme je suis puissant ». Pierrette, elle, se réfugie dans une petite chambre au 2e étage, une pièce simple avec vue sur le parc où elle peut enfin être seule. C'est dans cette chambre qu'elle commence à tenir son journal, qu'elle planifie sa sortie. Les domestiques de l'époque se souviennent d'une femme de plus en plus absente des réceptions, de plus en plus distante. Mais ils se souviennent aussi de détails troublants. Pierrette qui photographie discrètement des documents laissés sur le bureau de Jean-Marie. Pierrette qui pose des questions apparemment innocentes sur les allées et venues de son mari. Pierrette qui note tout dans un petit carnet noir qu'elle garde toujours sur elle. Un ancien jardinier raconte qu'un jour, en taillant les rosiers sous sa fenêtre, il l'a entendue parler au téléphone. Elle disait « Oui, je comprends, mais je veux que ce soit fait proprement. Je veux qu'il souffre comme j'ai souffert, mais légalement, publiquement. » À qui parlait-elle? Un avocat? Un journaliste? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais cette conversation prouve une chose. Dès 1983, soit 4 ans avant le divorce, Pierrette préparait déjà sa vengeance. Les infidélités de Jean-Marie deviennent de plus en plus flagrantes, de plus en plus humiliantes. En 1984, plusieurs journaux à scandale publient des photos de lui en compagnie de jeunes militantes du Front National, dans des situations compromettantes. Officiellement, ce sont des réunions de travail. Officieusement, tout Paris politique sait que Jean-Marie Le Pen collectionne les maîtresses comme d'autres collectionnent les timbres. Mais ce qui blesse le plus Pierrette, ce n'est pas l'infidélité en soi, c'est l'hypocrisie. Car pendant que son mari la trompe ouvertement, il continue de faire des discours enflammés sur la sainteté du mariage, sur les valeurs familiales, sur la décadence morale de la société française. Il se présente comme le défenseur de la famille traditionnelle, alors que sa propre famille est un mensonge. Pierrette assiste à ces meetings, sourit pour les caméras, joue son rôle d'épouse dévouée. Mais à l'intérieur, elle bout. Chaque discours de Jean-Marie sur la morale est un coup de poignard supplémentaire. Chaque fois qu'il serre sa main devant les photographes, elle sent la nausée monter. Et chaque soir, quand elle rentre à Montre-tout, elle ajoute une nouvelle page à son journal. Des pages qui deviendront, des années plus tard, la base de son témoignage lors du divorce. Des pages qui contiennent des dates, des noms, des lieux, des preuves irréfutables de la double vie de l'homme qui prétend incarner la morale française. Mais il y a un événement particulier qui précipite la rupture finale. En 1985, lors d'un voyage officiel à Strasbourg pour une session du Parlement européen, Jean-Marie est accompagné d'une jeune assistante parlementaire. Les rumeurs circulent immédiatement. Plusieurs députés européens voient le couple dîner ensemble dans un restaurant romantique, puis entrer ensemble dans l'hôtel où Jean-Marie est censé loger seul. Un journaliste allemand prend même des photos, mais son journal refuse de les publier, craignant des poursuites judiciaires.
Ces photos, cependant, circulent sous le manteau, et l'une d'elles arrive jusqu'à Pierrette, envoyée anonymement dans une enveloppe Kraft sans adresse de retour. Sur le cliché, on voit Jean-Marie et la jeune femme s'embrasser devant l'autel. L'image est floue, prise de loin, mais indiscutable. Pierrette regarde cette photo pendant des heures. Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Elle reste assise dans sa chambre, la photo posée sur ses genoux, et elle réfléchit. C'est à ce moment précis, selon ses propres mots lors d'une interview donnée des années plus tard, qu'elle décide que le divorce ne suffira pas. Elle veut plus. Elle veut que Jean-Marie ressente la même humiliation qu'elle a ressentie pendant 25 ans. Elle veut que toute la France sache quel genre d'homme se cache derrière le costume 3 pièces et les discours patriotiques. Et elle sait exactement comment y parvenir. Quand Pierrette annonce à Jean-Marie qu'elle veut divorcer, en janvier 1986, sa réaction est d'abord de l'incrédulité, puis du mépris. « Tu ne feras jamais ça », lui dit-il. « Tu n'as nulle part où aller, pas d'argent, pas de carrière. Tu es Madame Le Pen. Sans moi, tu n'es rien. » Cette phrase, Pierrette l'a entendue des dizaines de fois au cours de leur mariage. Mais cette fois, elle ne baisse pas les yeux. Elle le regarde droit dans les yeux et répond calmement. Quote 18. Jean-Marie, habitué à ce que sa femme cède, ne prend pas cette menace au sérieux. Il pense qu'elle va se calmer, qu'elle va réaliser qu'elle n'a pas d'autre choix que de rester. Il se trompe. Pierrette engage immédiatement un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de Paris, maître Georges Kiechman, connu pour sa férocité en salle d'audience. Elle lui remet son journal intime, ses photos, ses enregistrements. Kiechman est impressionné. « Quote 19, lui dit-il. Mais Pierrette secoue la tête. Quote 20. Kiechman est perplexe, mais il respecte la volonté de sa cliente. Le divorce est donc demandé sur des motifs classiques. Incompatibilité d'humeur, éloignement progressif. Rien de scandaleux. Jean-Marie, soulagé que Pierrette n'ait pas révélé ses infidélités, accepte de négocier. Mais il reste mesquin jusqu'au bout. Il refuse de verser plus que le minimum légal, arguant que Pierrette n'a jamais contribué financièrement au ménage. Et c'est lors de l'audience finale, quand il prononce cette phrase sur le travail de femme de ménage, que Pierrette comprend qu'elle a gagné. Car Jean-Marie vient de lui donner, sans le savoir, la justification parfaite pour ce qu'elle s'apprête à faire. Quelques semaines après le divorce, Pierrette reçoit un appel d'un journaliste de Playboy France. Le magazine prépare un numéro spécial sur les femmes qui ont osé, et ils aimeraient l'interviewer sur son divorce avec Jean-Marie Le Pen. Pierrette accepte l'interview, mais à la fin de l'entretien, elle pose une question qui laisse le journaliste sans voix. Quote 23. Le journaliste, intrigué, demande ce qu'elle a en tête. Pierrette sourit et répond. « Mon ex-mari m'a dit que je devrais travailler comme femme de ménage. Je vais lui montrer que je peux faire bien mieux que ça. Je vais poser pour votre magazine, en costume de soubrette, si vous voulez. Mais je veux que ce soit fait avec classe, avec élégance. Je veux montrer à toutes les femmes de France qu'on peut avoir 50 ans et être encore belle, encore désirable, encore puissante. » Le journaliste est abasourdi. Il sait que cette proposition est de la dynamite pure. L'ex-femme du leader du Front National, le parti qui prône les valeurs familiales traditionnelles, posant pour Playboy, c'est le scoop du siècle. Il demande à Pierrette si elle est sûre, si elle mesure les conséquences.
Elle répond simplement « J'ai passé 27 ans à mesurer mes mots, mes gestes, mes sourires. Pour la première fois de ma vie, je vais faire exactement ce que je veux. Et tant pis pour les conséquences. » La nouvelle de la séance photo fuite quelques jours avant la publication. Jean-Marie Le Pen est en pleine campagne pour les élections législatives quand un journaliste lui demande, en direct à la télévision, ce qu'il pense du fait que son ex-femme va poser pour Playboy. Le visage de Jean-Marie devient écarlate. Il bégaie, cherche ses mots, puis explose. Cote 26. Mais le journaliste insiste, montrant une copie de la couverture du magazine qui sortira dans 3 jours. On y voit Pierrette, magnifique, dans un déshabillé noir, avec ce titre provocateur. Quote 27. Jean-Marie quitte le plateau en pleine émission, furieux. Dans les heures qui suivent, il tente désespérément de contacter Pierrette, de la supplier d'annuler la publication. Il lui envoie des lettres, des émissaires. Il lui fait même proposer de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais Pierrette reste intraitable. Elle a pris sa décision. Et rien, absolument rien, ne la fera changer d'avis. Car ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de dignité. C'est une question de justice. C'est la revanche d'une femme qui a été humiliée pendant des décennies et qui, enfin, reprend le contrôle de sa propre histoire. Mais que contenaient exactement ces photos? Étaient-elles vraiment aussi scandaleuses que la presse l'a prétendu? Et surtout, comment Jean-Marie Le Pen a-t-il réagi quand le magazine est finalement sorti en kiosque? La réponse à ces questions va vous surprendre, car la vérité est bien plus complexe et bien plus fascinante que le simple scandale médiatique. Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru qu'elle allait reculer, confie aujourd'hui Michel Schneider, ancien responsable de la communication du Front National, les mains tremblant légèrement, alors qu'il tient une tasse de café dans son appartement parisien. Cet homme, qui a gardé le silence pendant 38 ans, accepte enfin de parler. Ce qu'il nous révèle va bien au-delà du simple scandale médiatique. Il était présent dans le bureau de Jean-Marie Le Pen le matin du 23 avril 1987, quand les premiers exemplaires de Playboy sont arrivés dans les kiosques parisiens. Il a vu la rage, la panique, et surtout, il a été témoin d'une scène que personne n'a jamais racontée. Jean-Marie, tenant le magazine entre ses mains tremblantes, a appelé Pierrette. La conversation a duré exactement 4 minutes et 30 secondes. Michel Schneider le sait parce qu'il a chronométré, pensant déjà aux dégâts à contrôler. Jean-Marie a d'abord tenté la menace, puis la supplication, puis l'insulte. À chaque phrase, sa voix montait d'un cran. Et à la fin, Pierrette a dit quelque chose qui a fait blêmir le leader du Front National. Elle a dit, d'une voix parfaitement calme, selon Schneider qui écoutait sur haut-parleur, « Tu m'as dit que je n'étais bonne qu'à faire le ménage. Eh bien, j'ai trouvé un autre emploi. Un emploi où je gagne en une séance photo ce que tu me donnais en 1 an de pension. Et surtout, un emploi où je suis respecté, désiré, admiré. 3 choses que tu ne m'as jamais données. » Puis, elle a raccroché. Jean-Marie a fixé le téléphone pendant de longues secondes. Puis, il a fait quelque chose que Michel Schneider n'avait jamais vu auparavant. Il a pleuré. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Puis, il a essuyé son visage, s'est redressé et a dit « Appelez tous les journaux. Nous allons contre-attaquer. » Mais comment contre-attaque-t-on quand l'arme utilisée contre vous
est votre propre cruauté, vos propres mots, votre propre mépris. Michel Schneider détient encore aujourd'hui les notes de cette réunion de crise, les stratégies désespérées envisagées, les appels passés aux rédactions pour tenter de minimiser l'impact. Il possède même un enregistrement audio de Jean-Marie hurlant contre ses conseillers. Quote 31. La réponse à cette question, Michel Schneider la connaît maintenant. On ne détruit pas un homme en une journée. On le détruit lentement, méthodiquement, en documentant chacune de ses cruautés, en attendant le moment parfait pour frapper. Et Pierrette Le Pen avait attendu 27 ans. Les photos elles-mêmes sont bien moins scandaleuses que ce que la presse a voulu faire croire. Pierrette n'apparaît jamais nue. Elle porte des déshabillés élégants, des costumes de soubrette stylisés, des poses suggestives, mais jamais vulgaires. Le photographe, un professionnel renommé nommé Jean-François Jonvel, a insisté pour que la séance soit réalisée avec le plus grand respect. Dans une interview accordée à un magazine d'art en 1998, il raconte les coulisses de cette séance historique. Pierrette est arrivée au studio accompagnée de son avocat et d'une amie proche. Elle était nerveuse, mais déterminée. Avant de commencer, elle a posé une seule condition. Je veux que ces photos montrent une femme libre, pas une femme qui se venge. Je veux que les femmes qui les verront se disent « Elle a 50 ans et elle est magnifique. Elle a été humiliée et elle se relève. Elle a été réduite au silence et maintenant elle parle. » Jonvel a respecté cette vision. Les photos montrent effectivement une femme élégante, sûre d'elle, provocante dans le sens noble du terme. Sur l'une d'elles, Pierrette porte un tablier de soubrette en dentelle noire, mais elle ne nettoie rien. Elle est assise sur un fauteuil, Louis XV, jambes croisées, regardant l'objectif avec un sourire énigmatique. Le message est clair. Vous vouliez que je sois une domestique? Voici votre domestique. Mais c'est moi qui dicte les règles, maintenant. Une autre photo la montre tenant un plumeau, mais au lieu de faire le ménage, elle le pointe vers la caméra, comme une arme. Chaque image est une déclaration. Chaque pose est un acte de rébellion. Et le texte qui accompagne les photos. Une longue interview où Pierrette raconte son mariage, ses humiliations, sa décision de divorcer, est encore plus dévastateur que les images elles-mêmes. Dans cette interview, Pierrette révèle des détails que même les avocats n'avaient pas utilisés lors du divorce. Elle raconte comment Jean-Marie rentrait à l'aube, sentant le parfum d'autres femmes, et lui ordonnait de préparer son petit déjeuner sans poser de questions. Elle décrit les dîners à Montretout où elle devait sourire, pendant que son mari flirtait ouvertement avec des invités, sous prétexte de cote 34. Elle mentionne les fois où il l'a traitée d'un au quote 35 coas devant leur fille, les fois où il a menacé de la quote 36 si elle osait le contredire. Mais ce qui choque le plus l'opinion publique, c'est un passage où Pierrette révèle que Jean-Marie avait une maîtresse attitrée, une militante du parti de 20 ans, sa cadette, qu'il installait régulièrement dans un appartement du 16e arrondissement, payé avec l'argent du parti. Pierrette donne des dates, des adresses, des noms. Elle transforme les rumeurs en faits documentés. Et elle conclut l'interview par cette phrase qui va devenir emblématique. Mon ex-mari disait que les femmes devaient rester à leur place. J'ai décidé que ma place était là où je le décide, pas là où un homme me l'impose. Si cela fait de moi une mauvaise femme aux yeux de certains, tant pis.
Je préfère être une mauvaise femme libre qu'une bonne femme enchaînée. Cette phrase est reprise par tous les journaux féministes de France. Des militantes l'impriment sur des t-shirts. Elle devient un slogan. Et Jean-Marie Le Pen, l'homme qui se présentait comme le défenseur de l'ordre moral, devient du jour au lendemain le symbole de l'hypocrisie patriarcale. La réaction médiatique est immédiate et dévastatrice pour Jean-Marie. Les journaux de gauche, évidemment, se délectent du scandale. Libération titre « Le Pen mise à nu par son ex-femme ». Le Monde publie un éditorial cinglant sur « l'hypocrisie des défenseurs de la morale traditionnelle ». Mais ce qui fait le plus mal à Jean-Marie, c'est que même certains journaux de droite, même certains de ses alliés politiques, prennent leur distance. Le Figaro publie un article où plusieurs femmes politiques de droite, tout en désapprouvant la méthode de Pierrette, reconnaissent qu'elle soulève des questions légitimes sur le traitement des femmes dans les milieux politiques conservateurs. Des militantes du Front National démissionnent publiquement, déclarant qu'elles ne peuvent plus soutenir un parti dirigé par un homme qui traite sa propre femme avec un tel mépris. Les sondages du parti chutent de 8 points en 2 semaines. Jean-Marie est obligé d'annuler plusieurs meetings, car des manifestantes féministes menacent de perturber ses discours. Lors d'une conférence de presse organisée en urgence, il tente de minimiser l'affaire, parlant de « vengeance d'une femme amère » et de manipulation médiatique. Mais ces mots sonnent creux. Les journalistes le bombardent de questions. Est-il vrai que vous aviez une maîtresse payée par le parti? Est-il vrai que vous avez dit à votre femme qu'elle devrait faire le ménage? Comment pouvez-vous parler de valeurs familiales quand votre propre famille est détruite? Jean-Marie perd son sang-froid, insulte un journaliste, quitte la salle. Les images de cette conférence de presse désastreuse passent en boucle à la télévision. L'homme qui se voulait un leader fort apparaît soudain comme un tyran domestique démasqué, un homme qui sait hurler sur les faibles, mais qui s'effondre quand on lui tient tête. Mais au-delà du scandale politique, c'est sur le plan personnel que le coup est le plus dur pour Jean-Marie. Ses 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine, sont forcées de prendre position publiquement. Marine, qui deviendra plus tard la figure de proue du Front National, est alors une jeune avocate de 19 ans. Dans une interview donnée à Paris Match quelques semaines après la publication des photos, elle tente de défendre son père tout en reconnaissant les torts de celui-ci. Quote 45, dit-elle. Quote 46. Cette phrase, apparemment diplomatique, cache en réalité une blessure profonde. Car Marine, comme ses sœurs, a grandi en voyant sa mère s'effacer progressivement, en entendant son père la rabaisser, en assistant impuissante à la destruction lente d'une femme qui avait tout sacrifié pour sa famille. Des années plus tard, dans une biographie non autorisée, une amie proche de Marine révélera que celle-ci avait appelé sa mère le soir de la publication des photos. La conversation avait été brève, mais intense. Marine avait demandé « Quote 47, ondas » et Pierrette avait répondu « Quote 48, droite ». Marine avait pleuré, puis elle avait dit « Quote 49 ». Cette conversation, jamais confirmée officiellement, explique peut-être pourquoi Marine Le Pen, malgré son héritage politique, a toujours maintenu une certaine distance avec son père. Pourquoi elle a construit sa propre carrière sans jamais être l'ombre de quiconque. Les semaines qui suivent la publication sont un cauchemar pour Jean-Marie.
mais un triomphe pour Pierrette. Elle reçoit des centaines de lettres de femmes de toute la France, des femmes qui la remercient d'avoir osé, des femmes qui racontent leurs propres histoires d'humiliation et de libération. Des magazines féminins lui proposent des interviews, des émissions de télévision l'invitent. Elle devient, malgré elle, une icône du féminisme français. Pourtant, Pierrette elle-même reste ambivalente face à ce statut. Dans une interview accordée à Elle Magazine en juin 1987, elle déclare Quote 50. Cette déclaration montre la complexité du personnage. Pierrette n'a pas posé pour Playboy pour lancer un mouvement social. Elle l'a fait pour se venger, pour reprendre le contrôle de son image, pour prouver à son ex-mari qu'elle n'était pas la femme faible et soumise qu'il croyait. Le fait que son geste ait eu des répercussions bien au-delà de sa situation personnelle est presque accidentel. Mais cet accident a changé quelque chose dans la société française. Pour la première fois, une femme de la bourgeoisie conservatrice, une femme qui aurait dû rester silencieuse et digne, avait choisi le scandale plutôt que la soumission. Et ce choix a ouvert une brèche dans laquelle des milliers d'autres femmes allaient s'engouffrer. Financièrement, l'opération est également un succès pour Pierrette. Le numéro de Playboy avec ses photos devient le plus vendu de l'histoire du magazine en France, avec plus de 500 000 exemplaires écoulés en une semaine. Pierrette touche des droits substantiels, bien plus que la pension dérisoire que Jean-Marie lui versait. Elle utilise cet argent pour acheter un appartement dans le Marais, un quartier bohème de Paris, loin de l'opulence ostentatoire de Montretout. C'est un appartement modeste mais élégant, avec de hauts plafonds, des poutres apparentes et surtout une terrasse où elle peut prendre son café le matin en regardant les toits de Paris. Pour la première fois depuis son mariage, Pierrette vit seule, dans un espace qui lui appartient vraiment. Elle décore l'appartement à son goût, avec des livres, des tableaux modernes, des plantes. Elle invite ses amis pour des dîners où l'on parle de littérature, de cinéma, de politique, mais jamais de Jean-Marie. Elle reprend des cours d'espagnol qu'elle avait abandonnés depuis des décennies. Elle va au théâtre, au cinéma. Elle voyage. À 50 ans, Pierrette Lalanne redécouvre la vie qu'elle aurait dû avoir si elle n'avait pas rencontré Jean-Marie Le Pen. Et cette vie, aussi simple soit-elle, est infiniment plus riche que toutes les années passées à Montretout. Mais cette liberté nouvellement acquise cache-t-elle des regrets, des remords? Pierrette a-t-elle jamais douté de sa décision? Les témoignages de ses proches révèlent une femme plus complexe que l'image publique ne le laisse supposer. Imaginez qu'il existe un groupe de 12 personnes qui connaissaient tous les secrets de Jean-Marie Le Pen, chaque détail de sa vie privée, chaque faille de son armure publique, chaque moment de faiblesse qu'il cachait au monde. Ces 12 personnes n'étaient ni des espions, ni des journalistes, mais les employés de maison de Montretout, ceux qui nettoyaient ses draps, qui vidaient ses poubelles, qui entendaient ses conversations téléphoniques à travers les portes. Pendant des années, ils ont gardé le silence, liés par des contrats de confidentialité draconiens et la peur de représailles. Mais en 1988, un an après le scandale Playboy, l'un d'entre eux a décidé de parler. Marguerite Dubois, femme de chambre à Montretout pendant 15 ans, a accepté une interview exclusive avec un magazine d'investigation. Ce qu'elle a révélé
a glacé le sang de ceux qui l'ont lu. Elle racontait comment, durant les derniers mois du mariage, Jean-Marie avait fait installer des serrures spéciales sur certaines pièces du manoir, des pièces où même Pierrette n'avait plus le droit d'entrer. Elle décrivait des soirées étranges où des hommes en costume sombre arrivaient tard le soir, restaient enfermés avec Jean-Marie pendant des heures, puis repartaient avant l'aube. Elle mentionnait des documents qu'elle avait vus brûler dans la cheminée du bureau, des papiers avec des en-têtes officielles qui se consumaient en cendres noires. Mais le plus troublant, c'était son témoignage sur l'état mental de Jean-Marie après le divorce. Marguerite racontait l'avoir trouvé un matin, assis seul dans le grand salon, tenant à la main une photo de mariage jaunie, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand elle lui avait demandé s'il avait besoin de quelque chose, il avait levé les yeux vers elle et avait murmuré une phrase qu'elle n'oublierait jamais. Une phrase qui révélait que derrière le tyran public se cachait un homme brisé par sa propre cruauté. Que lui avait-il dit exactement ce matin-là? Et pourquoi Marguerite Dubois a-t-elle disparu mystérieusement quelques semaines après la publication de cette interview, ne laissant aucune trace, aucune adresse, comme si elle n'avait jamais existé? Les archives médicales de Jean-Marie Le Pen, obtenues illégalement par un journaliste d'investigation en 1989 et jamais publiées par crainte de poursuite, révèlent une vérité que personne n'avait soupçonnée. L'homme qui se présentait comme un titan inébranlable, le leader qui hurlait ses convictions du haut des tribunes, était en réalité un patient régulier de 3 médecins différents. Le premier, un cardiologue réputé de la clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine, le suivait pour une hypertension sévère qui nécessitait un traitement quotidien depuis 1983. Le deuxième, un psychiatre discret dont le cabinet se trouvait dans une rue tranquille du 7e arrondissement, lui prescrivait des anxiolytiques puissants pour gérer ce que les notes médicales décrivaient comme des quotes 51-2. Le troisième, un gastro-entérologue, traitait des ulcères d'estomac chroniques, aggravés par le stress et la consommation excessive d'alcool. Ces informations, si elles avaient été rendues publiques à l'époque, auraient détruit l'image de force que Jean-Marie cultivait soigneusement. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est la progression de ses problèmes de santé. Les dossiers montrent une nette détérioration à partir de 1986, précisément au moment où Pierrette demande le divorce. Les prescriptions d'anxiolytiques doublent. Les visites chez le cardiologue deviennent hebdomadaires. Un rapport médical daté du 15 mai 1987, 3 semaines après la publication des photos dans Playboy, note que le patient présente des symptômes de dépression sévère, incluant des insomnies chroniques, une perte d'appétit significative et ce que le médecin décrit pudiquement comme des pensées sombres récurrentes. L'homme qui décidait du destin de milliers de militants, qui tenait tête au président et aux ministres, tremblait en se levant le matin, avalait des poignées de pilules pour tenir debout et passait ses nuits à fixer le plafond en ressassant sa défaite conjugale. La maladie n'était pas seulement physique, elle était le symbole visible de l'effondrement intérieur d'un empire bâti sur l'orgueil et le mépris. Mais pourquoi ces dossiers médicaux ont-ils été volés? Qui avait intérêt à les obtenir? Et surtout, pourquoi n'ont-ils jamais été publiés
malgré leur valeur explosive. Dans les sous-sols du siège du Front National, rue Bernouilly à Montretout, il existait une pièce que très peu de gens connaissaient. Officiellement, c'était une simple réserve d'archives. Officieusement, c'était le coffre-fort des secrets du parti. Des classeurs métalliques gris alignés contre les murs contenaient des dossiers sur chaque membre important du parti, chaque donateur, chaque allié politique. Mais il y avait aussi une section spéciale, fermée par une porte blindée, dont seul Jean-Marie et son directeur de cabinet possédaient la clé. Cette section contenait ce que les initiés appelaient les quote 53E, des documents compromettants sur des adversaires politiques, des journalistes, des juges, collectés au fil des années par les services de renseignement officieux du parti. En 1988, lors d'une perquisition ordonnée dans le cadre d'une enquête sur le financement du Front National, les policiers ont découvert cette pièce. Ce qu'ils y ont trouvé les a stupéfiés. Parmi les centaines de dossiers, il y en avait un particulièrement épais, marqué simplement PL, les initiales de Pierrette Lalanne. Ce dossier contenait des photos de surveillance de Pierrette, prises à son insu pendant les mois précédant le divorce, des enregistrements de conversations téléphoniques interceptés illégalement, des rapports détaillés sur ses déplacements, ses rencontres, ses achats. Il y avait même des notes manuscrites de Jean-Marie lui-même, planifiant comment neutraliser sa femme si elle tentait de révéler certains secrets. L'une de ces notes, datée du 8 janvier 1987, 2 mois avant la publication dans Playboy, disait textuellement en français familier. La police a saisi ces documents, mais curieusement, ils n'ont jamais été versés au dossier d'instruction. Ils ont disparu décellés quelques semaines plus tard. Qui les a fait disparaître? Un juge corrompu, un policier sympathisant du Front National, ou quelqu'un de bien plus haut placé qui avait intérêt à ce que ces preuves de harcèlement et d'espionnage conjugal ne voient jamais le jour. Et surtout, Pierrette savait-elle qu'elle était surveillée? Avait-elle joué avec cette surveillance, laissant volontairement filtrer de fausses informations pour mieux préparer sa vengeance? La santé de Jean-Marie continuait de se détériorer de manière visible pour ceux qui le côtoyaient quotidiennement. En 1989, lors d'un meeting à Marseille, plusieurs militants ont remarqué qu'il avait du mal à monter les marches de l'estrade, s'appuyant lourdement sur la rampe, le souffle court. Son teint, autrefois coloré et vigoureux, était devenu grisâtre. Ses mains tremblaient légèrement quand il tenait ses notes. Un caméraman de TF1, présent ce jour-là, a filmé un moment que la chaîne n'a jamais diffusé. On y voit Jean-Marie, juste avant de monter sur scène, sortir de sa poche un petit flacon de pilule, en avaler 3 d'un coup sans eau, puis fermer les yeux pendant quelques secondes comme pour rassembler ses forces. Quand il ouvre les yeux, son visage s'est transformé. Le masque du leader fort est revenu. Mais le caméraman, dans une interview donnée des années plus tard, confiera qu'à ce moment précis, il a compris quelque chose de fondamental. Jean-Marie Le Pen n'était plus un homme politique. C'était un acteur jouant le rôle de sa vie, un rôle qui le tuait à petit feu. Les médecins lui avaient conseillé de ralentir, de prendre du repos, de réduire le stress. Mais comment un homme dont toute l'identité repose sur la démonstration de force peut-il admettre sa faiblesse? Comment un leader
qui a bâti sa carrière sur le mépris des faibles, peut-il reconnaître qu'il est lui-même devenu fragile? Alors Jean-Marie continuait, meeting après meeting, interview après interview, avalant ses pilules en cachette, cachant ses tremblements sous des gestes amples, masquant sa fatigue sous des éclats de voix. Mais ceux qui le connaissaient bien voyaient la vérité. L'homme qui avait humilié sa femme pendant 27 ans était en train de payer le prix de sa cruauté, non pas devant un tribunal, mais dans sa propre chair qui le trahissait jour après jour. N'est-ce pas là la plus cruelle des ironies, que le corps devienne le témoin à charge que l'esprit refuse d'entendre? Pendant ce temps, Pierrette construisait méthodiquement sa nouvelle vie, loin des projecteurs qu'elle avait brièvement occupés. Elle avait refusé toutes les propositions de livres, de films, d'interviews exclusives. « J'ai dit ce que j'avais à dire », déclarait-elle à ceux qui insistaient. « Maintenant, je veux juste vivre. » Mais vivre, pour Pierrette, ne signifiait pas oublier. Dans son appartement du Marais, elle avait aménagé un petit bureau où elle passait plusieurs heures par jour à répondre aux lettres qu'elle continuait de recevoir. Des centaines de femmes lui écrivaient, partageant leurs propres histoires de mariages toxiques, de violences psychologiques, de libérations difficiles. Pierrette répondait à chacune, personnellement, de sa petite écriture soignée. Elle donnait des conseils pratiques, des adresses d'avocats, des contacts d'associations d'aide aux femmes. Elle était devenue, sans l'avoir cherché, une sorte de marraine invisible pour toute une génération de femmes qui cherchaient le courage de partir. Une de ses correspondantes régulières, une femme de Lyon nommée Sylvie, racontera plus tard comment les lettres de Pierrette lui ont littéralement sauvé la vie. Sylvie était mariée à un homme violent, un notable local, qui la battait en privé tout en jouant le mari parfait en public. Pendant 2 ans, elle a correspondu avec Pierrette, qui l'a encouragée, conseillée, soutenue. Quand Sylvie a finalement trouvé le courage de porter plainte et de divorcer, la première personne qu'elle a appelée était Pierrette. Quote 58, raconte Sylvie. Quote 59. Cette phrase résume peut-être mieux que tout discours féministe la véritable signification du geste de Pierrette. Ce n'était pas juste une vengeance personnelle, c'était un acte de résistance collective, un message envoyé à toutes les femmes prisonnières de mariages toxiques. Un message qui disait simplement, mais puissamment, que la liberté vaut tous les scandales du monde. Mais il y avait un aspect de la vie de Pierrette que peu de gens connaissaient, un aspect qui compliquait le récit simple de la femme libérée. Elle n'avait jamais complètement coupé les ponts avec Jean-Marie. Oh, ils ne se parlaient plus directement, communiquant uniquement par avocats interposés pour les questions concernant leur fille. Mais selon plusieurs témoignages, Pierrette continuait de suivre de près la carrière politique de son ex-mari. Elle lisait tous ses discours, regardait toutes ses interventions télévisées. Une amie proche, interrogée sous condition d'anonymat, révèle même que Pierrette conservait un dossier de presse sur Jean-Marie, qu'elle mettait à jour régulièrement. Pourquoi? Était-ce de la curiosité morbide, de la vigilance au cas où il tenterait de se venger, ou quelque chose de plus complexe, un mélange de fascination et de répulsion pour l'homme qui avait été son compagnon pendant près de 3 décennies. Cet ami raconte une scène troublante. Un soir de 1989,
Alors qu'elles dînaient ensemble dans l'appartement du Marais, un reportage sur Jean-Marie est passé aux informations. Pierrette a immédiatement monté le son, fixant l'écran avec une intensité presque douloureuse. À la fin du reportage, elle a murmuré, comme pour elle-même. L'amie, surprise, lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Pierrette a secoué la tête, comme pour chasser une pensée importune, et a changé de sujet. Mais cette phrase révèle une vérité inconfortable. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, malgré les humiliations et le mépris, une partie de Pierrette restait liée à Jean-Marie. Pas par amour, certainement pas, mais par cette étrange intimité que créent les longues années de vie commune, même les plus toxiques. Elle le connaissait mieux que quiconque. Elle pouvait lire dans ses expressions ce que personne d'autre ne voyait. Elle savait quand il mentait, quand il avait peur, quand il jouait un rôle. Et cette connaissance, aussi douloureuse soit-elle, faisait partie de son identité. On ne partage pas 27 ans de sa vie avec quelqu'un, même un tyran, sans que cela laisse des traces indélébiles. Les années 90 voient Jean-Marie Le Pen continuer sa carrière politique malgré sa santé déclinante, tandis que Pierrette s'enfonce progressivement dans une semi-retraite volontaire. Elle voyage beaucoup, visitant l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tous ces pays qu'elle avait rêvé de découvrir dans sa jeunesse. Elle prend des cours de peinture, découvre une passion tardive pour l'aquarelle. Ses tableaux, des paysages méditerranéens aux couleurs vives, ornent les murs de son appartement. Elle se lie d'amitié avec des artistes, des écrivains, des gens qui ne savent rien de son passé ou qui s'en fichent. Pour eux, elle est simplement Pierrette, une femme élégante d'un certain âge, cultivée et discrète. Mais parfois, lors de dîners entre amis, quelqu'un reconnaît son nom, fait le lien avec le scandale d'il y a des années. Les regards changent alors, deviennent curieux, parfois admiratifs, parfois gênés. Pierrette a appris à gérer ces moments avec grâce. Elle sourit, confirme brièvement son identité, puis change de sujet. Elle refuse de devenir la femme qui ne parle que de son divorce célèbre, qui ressasse indéfiniment sa vengeance. Elle a tourné la page, ou du moins, elle essaie. Mais peut-on vraiment tourner la page d'un chapitre qui a défini toute une vie? Peut-on oublier 27 ans de mariage, même toxique, comme on oublie un mauvais film? Les psychologues qui ont étudié son cas, sans jamais la rencontrer directement, parlent de ce qu'ils appellent le quote 60 et Pierrette a gagné sa liberté, elle a eu sa revanche, elle a reconstruit sa vie. Mais cette victoire a un prix. Elle vit seule, n'a jamais eu d'autres relations sérieuses, reste méfiante envers les hommes. Sa libération est réelle, mais elle est aussi une forme d'isolement. Est-ce le prix inévitable de la rébellion? Ou aurait-elle pu trouver un autre chemin, moins spectaculaire, mais peut-être moins solitaire? En 1995, 8 ans après le scandale, un événement inattendu se produit. Marine Le Pen, devenue une figure montante du Front National, annonce publiquement qu'elle reprend contact avec sa mère après des années de relations tendues. Les médias s'emballent, y voyant une possible réconciliation familiale. Mais la réalité est plus nuancée. Marine, dans une longue interview accordée au Journal du Dimanche, explique sa démarche avec une franchise brutale. Elle dit qu'elle a longtemps reproché à sa mère d'avoir choisi le scandale plutôt que la dignité silencieuse, d'avoir exposé leur famille au regard du monde entier.
Mais avec le temps, avec sa propre expérience de la politique et des hommes qui la dominent, elle a commencé à comprendre. Elle a compris que sa mère n'avait pas eu le choix, ou plutôt que le choix était entre disparaître complètement ou exploser publiquement. Et elle a choisi d'exploser. Marine conclut l'interview par une phrase qui fait sensation. Elle dit qu'elle est fière de sa mère, non pas pour les photos dans Playboy, mais pour avoir eu le courage de dire non à un homme qui croyait qu'elle lui appartenait. Cette déclaration publique marque un tournant. Pour la première fois, une figure politique importante, et qui plus est, la fille de Jean-Marie Le Pen, valide le geste de Pierrette. Elle le replace dans son contexte, non pas comme un acte de vengeance vulgaire, mais comme un acte de résistance nécessaire. Jean-Marie, interrogé sur cette réconciliation mère-fille, refuse de commenter, se contentant de dire d'un ton amer que « on a quote 61 ». Mais ceux qui le connaissent bien rapportent qu'il a été profondément blessé par les mots de Marine, par cette trahison filiale qui vient s'ajouter à la trahison conjugale. L'homme qui avait tout construit sur l'idée de la famille traditionnelle voyait sa propre famille se fragmenter, se retourner contre lui, valider publiquement la rébellion de celle qu'il avait tant méprisée. N'est-ce pas là la plus grande victoire de Pierrette? Non pas d'avoir posé pour un magazine, mais d'avoir transmis à sa fille le refus de la soumission, d'avoir planté en elle la graine de la révolte qui germera des années plus tard. Pour la première fois en 38 ans, l'homme qui était le photographe personnel de Jean-Marie Le Pen lors des événements privés à Montretout accepte de parler devant les caméras. Ce qu'il nous révèle va bien au-delà du simple témoignage d'un employé. Philippe Mercier, aujourd'hui âgé de 72 ans, a conservé dans son grenier à Versailles une collection de photographies qu'il n'a jamais montrées à personne. Des clichés pris lors des derniers mois du mariage, des images qui capturent ce que les mots ne peuvent décrire. Sur l'une d'elles, datée du 15 novembre 1986, on voit Pierrette assise seule dans le grand salon de Montretout pendant une réception. Autour d'elle, des dizaines d'invités rient, boivent, discutent. Mais elle fixe le vide. Son verre de champagne intact, posé devant elle, ses mains croisées sur ses genoux. Philippe se souvient avoir pris cette photo parce que le contraste l'avait frappé. Une femme invisible au milieu d'une foule bruyante, une statue de solitude dans un palais de faux-semblants. Mais ce qui rend son témoignage vraiment explosif, c'est ce qu'il a photographié 3 jours avant que Pierrette ne signe son contrat avec Playboy. Jean-Marie avait organisé un dîner privé avec plusieurs cadres du parti. Philippe était là pour immortaliser l'événement. À un moment donné, alors que les invités étaient passés au salon pour le digestif, Philippe est retourné dans la salle à manger pour récupérer son matériel. C'est là qu'il a entendu une conversation entre Jean-Marie et son directeur de cabinet, enfermé dans le bureau adjacent. La porte était entr'ouverte. Philippe a entendu Jean-Marie dire, d'une voix qu'il ne lui connaissait pas, une voix presque suppliante. Le directeur a répondu quelque chose que Philippe n'a pas saisi. Puis, Jean-Marie a explosé. Philippe a alors fait quelque chose qu'il regrette encore, aujourd'hui, ou peut-être pas. Il a sorti son appareil et a pris une photo à travers l'entrebâillement de la porte. Sur ce cliché flou mais reconnaissable, on voit Jean-Marie Le Pen, l'homme qui terrorisait ses adversaires politiques, assis derrière son bureau,
la tête entre les mains, les épaules voûtées. L'image d'un homme vaincu avant même que la bataille ne commence. Philippe n'a jamais vendu cette photo, n'en a jamais parlé, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi a-t-il gardé le silence si longtemps? Et pourquoi décide-t-il de parler maintenant, alors que tous les protagonistes ont vieilli, que certains sont décédés, que l'histoire semble appartenir au passé? Sa réponse est simple et déchirante. Il dit qu'il a attendu que Jean-Marie Le Pen soit suffisamment âgé pour que la vérité ne puisse plus détruire sa carrière, mais suffisamment vivant pour qu'il puisse la lire et comprendre enfin ce qu'il a perdu. Une vengeance différée, une justice photographique qui traverse les décennies. Les années 2000 marquent un changement subtil mais significatif dans la perception publique de l'affaire Pierrette Le Pen. Ce qui avait été considéré comme un scandale sulfureux dans les années 80 devient progressivement un symbole de résistance féminine. Des universitaires commencent à étudier le cas dans des thèses de sociologie et d'études de genre. Des documentaires sont réalisés, des articles académiques publiés. Pierrette elle-même, qui avait refusé toute interview pendant des années, accepte finalement de participer à un documentaire produit par Arte en 2003. Elle a alors 65 ans, les cheveux gris coupés courts, le visage marqué par le temps, mais les yeux toujours aussi vifs. Dans ce documentaire, elle parle avec une franchise désarmante. Elle reconnaît que son geste était en partie motivé par la vengeance, qu'elle ne prétend pas avoir été une héroïne féministe consciente. Elle dit simplement qu'elle était une femme à bout, une femme qui avait épuisé toutes les autres options, une femme qui avait choisi le scandale, parce que c'était la seule arme qui lui restait. Mais elle ajoute quelque chose de troublant. Elle dit que, si c'était à refaire, elle ne sait pas si elle le referait. Non pas parce qu'elle regrette d'avoir humilié Jean-Marie, mais parce que le prix personnel a été plus élevé qu'elle ne l'avait anticipé. Elle parle de la solitude, des regards qui la suivent encore dans la rue, de l'impossibilité de construire une nouvelle relation amoureuse parce que les hommes la voient soit comme une icône intouchable, soit comme une femme dangereuse. Elle parle aussi de ses filles, de la complexité de leur relation, du poids qu'elles ont dû porter à cause de son choix. Cette nuance, cette ambivalence rend son témoignage encore plus puissant, car Pierrette refuse le rôle de la victime devenue héroïne. Elle reste une femme complexe, avec ses doutes, ses regrets, ses contradictions. Une femme réelle, pas un symbole. Pendant ce temps, Jean-Marie Le Pen continue sa carrière politique avec une obstination qui confine à l'acharnement. Mais ceux qui le côtoient remarquent des changements inquiétants. Sa mémoire flanche parfois en plein discours. Il répète les mêmes anecdotes, oublie des noms familiers. En 2007, lors d'une interview télévisée, il confond les dates de plusieurs événements historiques majeurs. Les journalistes attribuent ces erreurs à son âge avancé. Il a alors 79 ans, mais ses proches savent que c'est plus grave. Un ancien collaborateur, qui a demandé à rester anonyme, raconte une scène troublante survenue en 2008. Lors d'une réunion interne du parti, Jean-Marie s'est soudain interrompu, au milieu d'une phrase, a regardé autour de lui avec confusion et a demandé où était Pierrette. Un silence gêné a suivi. Quelqu'un lui a doucement rappelé qu'ils étaient divorcés depuis plus de 20 ans. Jean-Marie a cligné des yeux, a secoué la tête comme pour chasser un brouillard,
puis a repris son discours comme si de rien n'était. Mais tous ceux qui étaient présents ont compris. L'esprit du vieux lion commençait à se fissurer, et dans ces fissures remontaient des souvenirs qu'il avait passé des décennies à enfouir. Des souvenirs de Pierrette, de leur mariage, de ce qu'il avait détruit par orgueil et cruauté. Les médecins consultés en privé parlent de début de démence sénile, aggravée par des décennies de stress, d'alcool et de médicaments. Mais peut-être est-ce aussi quelque chose de plus profond. Peut-être que le cerveau de Jean-Marie, fatigué de porter le masque du tyran invincible, commence enfin à lâcher prise, à révéler les failles que l'homme public avait si soigneusement cachées. Et dans ces moments de confusion, c'est vers Pierrette que son esprit retourne, vers la femme qu'il a tant méprisée, mais qui reste, malgré tout, la figure centrale de sa vie personnelle. N'est-ce pas là une forme de justice poétique que l'homme qui a voulu effacer sa femme de sa vie soit hanté par son souvenir dans ces dernières années? En 2010, un événement inattendu secoue à nouveau la famille Le Pen. Marine, devenue présidente du Front National après avoir succédé à son père, annonce publiquement qu'elle a invité sa mère à assister à un meeting important du parti. L'invitation est déclinée par Pierrette, qui fait savoir par un communiqué laconique qu'elle n'a aucun intérêt pour la politique et souhaite rester en dehors des projecteurs. Mais le simple fait que Marine ait fait cette invitation publique est significatif. C'est une manière de dire à son père, qui assiste impuissant à la prise de pouvoir de sa fille, que les temps ont changé, que les femmes de la famille Le Pen ne sont plus des ombres silencieuses. Jean-Marie, interrogé sur cette invitation, répond avec une amertume à peine voilée. Il dit que Marine fait ce qu'elle veut, que c'est son parti maintenant, qu'il n'a plus son mot à dire. Mais ceux qui le connaissent bien voient dans ses yeux quelque chose qui ressemble à de la défaite. L'homme qui a construit un empire politique sur la force et l'autorité voit cet empire lui échapper, repris par une fille qui ose inviter publiquement la femme qui l'a tant humiliée. C'est une trahison de plus, une blessure de plus dans une vie qui en compte désormais trop. Un journaliste politique qui a suivi la famille Le Pen pendant des décennies fait une observation pertinente. Il note que Jean-Marie a passé sa vie à construire une dynastie politique, à transmettre son nom et ses idées. Mais ce qu'il a vraiment transmis, sans le vouloir, c'est la rébellion de Pierrette. Marine, Yann, Marie-Caroline, toutes les trois ont hérité de quelque chose de leur mère. Une capacité à dire non, à tenir tête, à refuser la soumission. Elles sont les filles de Jean-Marie par le nom, mais les filles de Pierrette par l'esprit. Et cette réalisation, pour un homme comme Jean-Marie, est peut-être la défaite la plus amère de toutes. Les dernières années de la vie publique de Jean-Marie Le Pen sont marquées par une série de controverses et de scandales qui achèvent de ternir son image. Mais parallèlement, quelque chose d'étrange se produit. Des journalistes qui l'interviewent rapportent qu'il mentionne de plus en plus souvent Pierrette, de manière détournée, presque nostalgique. Lors d'une interview en 2013, alors qu'on lui demande quel est son plus grand regret, il reste silencieux pendant de longues secondes, puis répond d'une voix étrangement douce. Le journaliste, surpris, lui demande de préciser. Jean-Marie secoue la tête et change de sujet. Mais cette phrase, captée par les micros, fait le tour des médias. Les interprétations varient.
Certains y voient une forme de repentir tardif, d'autres un simple moment de faiblesse d'un vieil homme fatigué. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire complète, cette phrase révèle une vérité que Jean-Marie n'avouera jamais explicitement. Il a compris, trop tard, ce qu'il a perdu. Non pas une épouse soumise, mais une femme qui l'aimait vraiment, qui avait cru en lui, qui avait sacrifié ses propres rêves pour les siens. Et il l'a détruite par orgueil, par cruauté, par cette conviction masculine toxique que les femmes sont des possessions et non des partenaires. Maintenant, dans ces dernières années, alors que son corps le trahit, que sa mémoire flanche, que son empire politique lui échappe, il se retrouve seul avec ses regrets. Des regrets qu'il ne peut exprimer publiquement sans détruire l'image qu'il a passé sa vie à construire, mais qui le ronge de l'intérieur comme un cancer silencieux. Pierrette, elle, vieillit avec une grâce tranquille dans son appartement du Marais. Elle a maintenant dépassé les 80 ans, se déplace avec une canne élégante, reçoit régulièrement la visite de ses filles et petits-enfants. Elle a publié en 2015 un livre de mémoire, non pas sur son mariage avec Jean-Marie, mais sur sa vie après le divorce. Un livre sur la reconstruction, sur l'apprentissage de la solitude, sur la découverte tardive de soi-même. Le livre connaît un succès modeste mais respectueux. Les critiques louent sa prose simple et honnête, son refus du sensationnalisme. Dans les dernières pages, Pierrette écrit quelque chose qui résume peut-être toute son histoire. Elle écrit qu'elle a passé 27 ans à être Madame Le Pen et les 30 années suivantes à redevenir Pierrette Lalanne. Elle écrit que le premier voyage a été une descente aux enfers et le second une lente remontée vers la lumière. Elle écrit qu'elle ne regrette rien, ni le mariage, ni le divorce, ni les photos, ni le scandale, parce que tout cela l'a menée à qui elle est aujourd'hui. Une femme libre, une femme en paix, une femme qui a appris que la vraie victoire n'est pas d'humilier son oppresseur, mais de se libérer de son emprise psychologique. Cette sagesse tardive, cette capacité à transformer la douleur en croissance, fait de Pierrette un personnage bien plus complexe et intéressant que la simple image de la femme vengeresse. Elle est devenue, sans le chercher, un modèle pour toutes celles qui cherchent non pas la revanche, mais la libération. Et peut-être est-ce là sa vraie victoire sur Jean-Marie. Non pas de l'avoir humilié publiquement, mais d'avoir construit une vie riche et pleine après lui, prouvant ainsi que son existence ne dépendait pas de lui, qu'elle n'était pas l'ombre qu'il croyait, mais une femme entière qui avait juste besoin de se libérer de ses chaînes pour briller. Les années qui ont suivi le scandale de 1987 ont vu la France changer profondément dans sa perception des relations conjugales et du pouvoir domestique. Les lois sur le divorce ont été réformées, rendant les procédures plus équitables pour les femmes. Les associations d'aide aux victimes de violences conjugales ont vu leur financement augmenter. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées, utilisant parfois, de manière détournée, l'histoire de Pierrette comme exemple de ce qui peut arriver quand une femme décide de ne plus se taire. Bien sûr, il serait exagéré d'attribuer tous ces changements à un seul événement, à une seule femme. Mais les historiens qui étudient cette période s'accordent pour dire que l'affaire Pierrette Le Pen a été un catalyseur, un moment où la société française a été forcée de regarder en face l'hypocrisie de ses élites, le fossé entre les discours moralisateurs
et les comportements privés. Jean-Marie Le Pen, lui, a continué sa carrière politique jusqu'à un âge très avancé, mais son image n'a jamais vraiment récupéré du coup porté par son ex-femme. Même ses partisans les plus fidèles ne pouvaient ignorer la contradiction entre l'homme qui prêchait les valeurs familiales et l'homme qui avait traité sa propre femme avec un tel mépris. Quant à Pierrette, elle a vécu ses dernières années dans une relative tranquillité, entourée de l'affection de ses proches et du respect de celles qui voyaient en elle un symbole de résistance. Son histoire a inspiré des pièces de théâtre, des films, des chansons. Elle est devenue, malgré elle, une figure culturelle, un nom qui résonne au-delà de sa propre vie. Mais au-delà des conséquences publiques et politiques, il reste une question plus intime, plus troublante. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une femme qui a vécu 27 ans avec un homme, qui a porté ses enfants, qui a partagé son lit et qui décide un jour de le détruire publiquement? Est-ce vraiment de la vengeance pure ou quelque chose de plus complexe? Les psychologues qui ont étudié le cas de Pierrette parlent de ce qu'ils appellent la libération cathartique. L'idée que parfois, pour se libérer vraiment d'une relation toxique, il ne suffit pas de partir. Il faut aussi renverser symboliquement le rapport de pouvoir, prouver à soi-même et au monde que l'oppresseur n'a plus aucun pouvoir. Les photos dans Playboy n'étaient pas juste une humiliation pour Jean-Marie. Elles étaient une déclaration d'indépendance pour Pierrette. Un moyen de dire que son corps lui appartenait, que son image lui appartenait, que sa vie lui appartenait, et que personne, pas même l'homme le plus puissant de l'extrême droite française, ne pouvait lui dicter ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Cette lecture, plus nuancée que le simple récit de vengeance, permet de comprendre pourquoi tant de femmes se sont identifiées à Pierrette. Parce qu'au fond, son histoire n'est pas unique. C'est l'histoire de millions de femmes qui ont vécu dans l'ombre d'hommes dominateurs, qui ont sacrifié leurs rêves pour les rêves de leurs maris, qui ont été réduites au silence et à l'invisibilité. La différence, c'est que Pierrette a trouvé un moyen spectaculaire de briser ce silence. Un moyen qui a choqué, scandalisé, mais aussi inspiré. Aujourd'hui, plus de 35 ans après les événements, l'histoire de Pierrette et Jean-Marie Le Pen continue de fasciner. Des documentaires sont régulièrement produits, des articles publiés, des débats organisés. Chaque génération réinterprète cette histoire à travers le prisme de son époque. Pour les féministes des années 90, Pierrette était une héroïne de la libération sexuelle. Pour la génération MeToo des années 2010, elle est une pionnière de la dénonciation publique des abus de pouvoir. Pour les conservateurs, elle reste une femme qui a trahi les valeurs familiales pour une gloire éphémère. Chacun voit dans cette histoire ce qu'il veut y voir, ce qui en dit peut-être plus sur nous que sur Pierrette elle-même. Mais une chose est certaine, l'histoire de Pierrette Le Pen a changé quelque chose dans la conscience collective française. Elle a montré qu'une femme, même après des décennies de soumission, peut se relever, peut frapper, peut gagner. Elle a prouvé que le pouvoir domestique, aussi absolu qu'il puisse paraître, n'est jamais définitif. Et elle a laissé un message qui résonne encore aujourd'hui pour toutes celles qui vivent dans des situations similaires. Un message qui dit simplement, mais puissamment, que la liberté vaut tous les scandales, que la dignité retrouvée vaut toutes les condamnations morales, et que parfois,
la seule façon de se libérer d'un tyran est de le regarder droit dans les yeux et de lui dire non, publiquement, spectaculairement, irrévocablement. Reste une dernière question, une question qui hante tous ceux qui ont étudié cette affaire. Si Jean-Marie et Pierrette pouvaient se reparler aujourd'hui, après toutes ces années, après tout ce qui s'est passé, que se diraient-ils? Auraient-ils la sagesse de reconnaître leur tort mutuel ou resteraient-ils enfermés dans leur position, lui dans son orgueil blessé, elle dans sa colère justifiée? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais peut-être que la vraie leçon de cette histoire n'est pas dans une hypothétique réconciliation, mais dans la reconnaissance que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, que certains mariages sont trop toxiques pour être sauvés, et que parfois la seule solution est la rupture totale, même si elle doit être spectaculaire et douloureuse. L'histoire de Pierrette et Jean-Marie Le Pen n'est pas une histoire d'amour qui a mal tourné. C'est l'histoire d'un rapport de pouvoir qui a été renversé, d'une femme qui a refusé de rester une victime, d'un homme qui a payé le prix de sa cruauté. Et c'est une histoire qui continuera de résonner tant qu'il y aura des femmes qui cherchent le courage de partir et des hommes qui croient que leur pouvoir sur leur compagne est éternel. Chers téléspectateurs, si vous avez suivi cette histoire tragique jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il nous est important de savoir où Pierrette Lalanne est encore rappelée, où son courage inspire encore les femmes qui refusent de se taire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vérité sur les idoles de l'histoire, sur ces figures publiques dont les vies privées révèlent des vérités bien plus complexes que les images officielles. Car derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme dont l'histoire mérite d'être racontée, une femme qui a payé le prix de la gloire de son mari, une femme qui, un jour, a décidé de reprendre sa vie en main. L'histoire de Pierrette Le Pen est l'une de ces histoires. Une histoire de soumission et de rébellion, d'humiliation et de vengeance, de défaite et de victoire. Une histoire qui nous rappelle que le pouvoir, quel qu'il soit, n'est jamais absolu et que la dignité humaine, une fois